Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette première livraison de cette nouvelle semaine sur la télévision du monde dans le cadre de Tout au clair, votre émission du soir, le talk show. Bien évidemment, ce soir, nous nous rendons en Afrique de l'Ouest et nous parlons d'une actualité forte, notamment la présidentielle ivoirienne. Celle-ci a eu lieu ce samedi 31 octobre 2020. Ils étaient près de 7 millions d'électeurs attendus aux urnes pour cette élection présidentielle. Il faut surtout le préciser, l'opposition ivoirienne avait appelé au boycott de ce scrutin qui visait à mettre en place le tout nouveau président de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cela, il faut également... Le candidat de propre succession, Alassane Dramane Ouattara, avait invité ses concitoyens à répondre massivement à l'appel de la République, notamment à travers cette élection. Ce soir, nous en parlons justement au plus fort des tensions de cette présidentielle entre population, pouvoir, opposition et forces de maintien de l'ordre. On annonce également la publication des résultats de ce premier tour d'élection présidentielle qui semble donner grand vainqueur à Alassane Dramane Ouattara, le président sortant. Avec nos invités, nous ne manquerons pas de revenir sur cette actualité phare, une actualité davantage qui pourrait se rapprocher à l'actualité politique camerounaise. Peut-être avec nos invités, nous aurons le temps de faire un crochet là-dessus, mais davantage, nous allons comprendre les tenants et les aboutissants de cette élection présidentielle à haut risque. Est-ce que la Côte d'Ivoire court vers une nouvelle crise politique post-électorale? La question est au cœur du débat ce soir. L'opposition, il faut le dire, ivoirienne peut-elle renverser le président Alassane Dramane Ouattara? La question au cœur du débat ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Tout au clair, ce sont des panélistes, mais davantage un débat. Et vous le savez, l'émission se veut être interactive. 699 57 30 26, 699 57 30 26 ou encore LTM TV officiel. Et vous nous avez en live et en streaming à travers notre page Facebook. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le plus avec les instants la présentation du panel qui nous accompagnera dans le cadre de ce débat. Votre fidélité, bienvenue une fois de plus à ce programme du soir sur la télévision du monde. Je vous l'ai dit à l'instant, nous parlons de la présidentielle ivoirienne. Celle-ci s'est déroulée le 31 octobre 2020 dernier dans un climat de tension extrême. Pourquoi ces tensions? Que s'est-il réellement passé? Peut-on estimer que la Côte d'Ivoire est vers la perspective d'une nouvelle crise politique post-électorale? La question est au cœur du débat ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Et vous le savez, la tradition voudrait bien évidemment que des acteurs politiques nous accompagnent dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Ils seront donc 4 à nous accompagner encore ce soir dans le cadre de ce débat interactif, des acteurs politiques, mais aussi des universitaires. Avec eux, nous ferons le débat ce soir dans le cadre de ce soir. Nous avons sorti de ces amphithéâtres à l'Université de Douala. Le docteur Louison Somba est avec nous encore ce soir. Docteur Somba, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons analyser cette actualité brûlante qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes toujours habillé aux couleurs du deuil national. Bien entendu, je continue de porter le deuil, mais c'est la dernière journée aujourd'hui. Merci à vous, docteur Louison Somba, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Nous rappelons également qu'en rapport avec cette actualité de combat, le ministre pour la Tanzanie s'est rendu sur le terrain pour justement préparer les obsèques de ces 7 élèves qui sont morts à combat. Les obsèques sont prévues pour jeudi 5 novembre 2020 prochain. Autre acteur nous accompagne ce soir, c'est un ancien maire de la circonscription de Douala à 3e. Il est militant du Social Democratic Front, conseiller municipal, Achille Zemba. Nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Achille, bonsoir. Bonsoir Frédéric et merci de me faire une fois l'honneur d'être votre invité. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs et permettez-moi également de
passer un bonsoir fraternel à toutes les populations de ma commune. Voilà la troisième. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire Achille Azemba, d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce débat sur la télévision du monde. Deux autres acteurs vont nous accompagner, parmi eux des cadres de la classe ou de la classe politique camerounaise. Il est le président du nouveau mouvement populaire, le MMP, on ne le présente plus. Monsieur Bandakani, c'est son nom. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir Frédéric, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à la communauté de LTM, communauté télévisuelle répandue dans le monde. Parce que votre dimanche, c'est dans le monde. D'ailleurs, c'est la télévision du monde. Donc c'est un plaisir pour moi de me retrouver. Ça faisait un bout, je n'ai pas fait le plateau avec toi. Je suis content d'être là. Merci à vous, président Bandakani, d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous savoir. Hein. Il faut rappeler que vous êtes l'un des fidèles parmi les fidèles qui nous reviennent tout le temps. Merci beaucoup à vous. Autre acteur qui nous accompagnera ce soir encore, c'est le consultant maison, Abel-Émile Gobert. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous faire réfléchir sur les événements de la Côte d'Ivoire qui nous montrent jusqu'à quel point les acteurs politiques aux convictions de géométrie variable peuvent être dangereux pour leur pays. D'accord. Mais nous restons avec vous, Abel. Vous le savez, l'élection s'est tenue samedi 31 octobre dernier, une élection qui était pratiquement sous très haute tension. La campagne a été maillée par des tensions, des guerres entre communautés qui ont abouti sur la mort d'une trentaine de personnes, une situation qui a d'ailleurs défrayé la chronique, choqué plus d'un en Côte d'Ivoire. Mais dans le contexte de cette élection, fallait-il ou pas la tenir au regard de la tension qui prévalait pendant la campagne électorale? Les élections sont des impératifs. Le calendrier électoral doit être impérativement respecté. C'est des principes. Il faut que les gens sachent qu'ils doivent œuvrer pour que les principes soient respectés. Ce comportement typiquement africain, où chacun, pour ses calculs personnels, pense pouvoir créer des situations de nature à faire en sorte qu'on ne respecte pas le calendrier électoral. Premièrement, ça n'a pas souri à ceux qui ont fait ça. Ça les a entraînés généralement dans des échecs. Et ça a implémenté dans le pays la culture de l'ingouvernabilité, qui se retourne toujours contre ses promoteurs. Mais quand on a fini de dire ça, réaffirmer le principe que l'élection devait se tenir, en rapport même avec la problématique que vous posez ce soir, je suis de ceux qui pensent que l'opposition allait à cette élection pour les perdre. Elle allait les perdre. Donc ce n'est même pas la peine de déclencher des conflits post-électoraux qui veulent devenir récurrents dans ce pays. M. Ouattara a créé la guerre civile pour arriver au pouvoir. Je pense qu'il est en train de goûter au raisin de cette culture d'arriver au pouvoir par tous les moyens. Aujourd'hui, il risque d'essuyer, si les choses ne vont pas, si les gens ne se ressaisissent pas, d'essuyer une insurrection qui pourrait le chasser du pouvoir. Parce que pour le moment, si les choses sont relativement tenues, on ne sait pas jusqu'où peuvent aller les acteurs de l'opposition. Toutefois, je pense que quand une opposition est mal organisée, lorsqu'elle n'a pas pris la mesure des véritables enjeux auxquels elle doit faire face, si elle perd les élections, elle doit s'en prendre d'abord à elle-même. Des unions contre nature que nous voyons en Côte d'Ivoire, où le PDCI de M. Konan Bédié serait aujourd'hui dans une alliance avec le FPI, qui est dans une situation d'implosion,
Parce que M. Afingue-Sam n'a pas avec lui tout le FPI qui a une partie qui ne voulait pas aller à ces élections et qui a d'ailleurs décidé de ne pas aller à ces élections. Et lui, M. Afingue-Sam, qui pense que tout seul et peut-être avec son petit clan qu'il a à l'intérieur du FPI peut faire l'affaire, pour s'allier aujourd'hui avec leur pire adversaire d'hier, le PDCI, qui était un allié de M. Ouattara dans le cadre du RHDP, pour renverser le FPI qui était au pouvoir. Je pense que c'est la pire ou les pires des images que les oppositions africaines se permettent de donner aux gens. Alors, comme pour dire aux gens qu'en politique, on peut tout faire. On peut dire aujourd'hui une chose, on peut avoir un adversaire aujourd'hui, demain il devient un allié, et après demain, on dit ceci, on le fait. Tout ça contribue à démobiliser l'électorat qui est contre M. Ouattara, à le faire se disperser, parce que même le PDCI fait l'objet de l'opposition interne avec KKB. Oui, on aura le temps de cette émission. Alors, Achika Zemba, est-ce que c'est une affaire d'opposition ivoirienne, la situation qui se vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Doit-on lire cette affaire sous le prisme présenté par Abel Global? Bon, disons que la position d'Abel est une position qui peut avoir son fondement, mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre de choses dans cette élection qui ont quand même paru bizarres. Parce que, voyez-vous, ce monsieur Ouattara, qui sur le plan économique a quand même mis en place un certain nombre de réformes, a effectué un certain nombre de réalisations qui ont amélioré le quotidien de certains Ivoiriens ou de la majorité des Ivoiriens. On en était arrivé à pouvoir le féliciter. Mais du coup, ces espoirs, on peut dire, se sont envolés, à mon humble avis, parce que M. Ouattara en vient à faire 2 mandats, et lui-même dit qu'il ne se représentera plus. Il est temps pour lui de passer le pouvoir à une nouvelle génération. Cette déclaration était porteuse d'espoir pour moi, qui analyse la politique sur le continent africain et en vient à se rendre compte que à un moment même je me fais violence pour ne pas penser que nous sommes maudits. À un moment, je me suis même dit que est-ce que l'écrivain qui avait une fois dit l'Afrique est mal partie n'avait pas raison. Tout ça, ce sont des questionnements qui à un moment donné vous taraudent l'esprit. Alors, que un politique de cette envergure fasse une déclaration forte de signification qui bouscule un peu les habitudes africaines, et quelque temps après, pour une raison ou pour une autre, revient sur sa décision et affirme que c'est un cas de force majeure. Je vais répéter, comme l'a dit son compatriote, le musicien Mewe, que si aujourd'hui le président Ouattara peut affirmer qu'après le décès de M. Koulibaly, qu'il n'y ait pas un autre jeune ou un autre candidat à même de diriger la Côte d'Ivoire, je crois que quelque part c'est un échec également pour lui. Et cette situation nous donne quand même quelques enseignements. Nous avons la mauvaise habitude de penser sur le continent africain que les hommes politiques qui accèdent au pouvoir sont irremplaçables. Du tout. Non. Non. Chaque personne a un rôle à jouer, un rôle précis. Vous devenez président de la République, vous avez une période pour implémenter une certaine politique, et c'est normal qu'après vous, que d'autres viennent vivre d'autres expériences ou proposer de nouvelles choses. C'est un peu cet esprit de compétition et de dynamisme qui peut amener un pays à se développer. Mais malheureusement, on a l'impression qu'une fois que quelqu'un accède au pouvoir, un politique accède au pouvoir, il est vénéré comme un dieu. Et c'est à peine si les gens se disent le jour qu'on le perdra, peut-être le pays disparaîtra avec lui. Comment? Et puis encore, toujours
en Afrique de l'Ouest, il y a un cas qui donne à pleurer, celui de Alpha Condé, qui est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans l'opposition guinéenne, mais qui aujourd'hui en vient à amener les gens à penser que finalement, on ne sait plus à qui faire confiance. Et là, c'est regrettable. La situation que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle n'aurait pas dû la mériter. Parce qu'il est plus que jamais temps. Peut-être la solution réside dans des institutions fortes qu'on pourrait mettre en place. Mais maintenant, vous allez me poser la question de savoir, les institutions fortes, oui, mais avec qui? Forcément des hommes. Et pour cela, il faut trouver ces hommes-là. Il faut que ces hommes, ces politiques aient le courage de pouvoir mettre sur pied des institutions fortes qui pourront faire avancer la démocratie. Président Bandakani, qu'est-ce qui fait véritablement problème en Côte d'Ivoire? Une élection sous haute tension, à haut risque, que certains acteurs politiques, que ce soit sur la place internationale et en africaine, ne se sont pas réservés l'opinion de le dire ou de le penser qu'il ne fallait pas, au regard de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tenir cette élection présidentielle du 31 octobre. Bon, je crois qu'il faut clarifier les grilles d'analyse quand on aborde la question ivoirienne, pour que les positions des uns des autres soient suffisamment claires et édifiées par rapport aux intérêts que ces positions portent. Ça fait 10 ans, presque 10 ans, que pour ce qui nous concerne, nous avons dit que Ouattara n'était pas un bon président. Et en le disant, je mesure mes mots. Donc nous ne privilégions pas la grille de lecture électoraliste. Il y en a qui ont découvert qu'il était un mauvais président à la fin, parce qu'il a dit qu'il va faire un 3e mandat. Nous, cette grille de lecture, elle a son présent d'or, mais ça ne nous concerne pas nous. Parce que nous, on dit depuis 10 ans, avant qu'il ne bigue un 3e mandat, qu'il nous a participé, parce que là encore nous avons dit que lorsqu'il a signé l'avènement de l'écho, de la manière scandaleuse avec laquelle il s'est livré à ce jeu dangereux, nous avons dit qu'il venait de signer son 3e mandat. Et nous avons été insultés à l'époque. Mais nous ne sommes pas surpris que M. Ouattara se soit régné. Donc, la manière dont le président Ouattara est arrivé au pouvoir, pour nous, est inacceptable. Et c'est là où date la crise ivoirienne. La crise ivoirienne a commencé là-bas. Parce qu'il a bombardé un palais présidentiel, il a humilié une nation, il a violé toutes les lois de la République. Et tout à l'heure, moi j'étais très content quand Abel rappelait qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Et cette culture-là, c'est lui qui a pris ça aux Ivoiriens, c'est lui qui a introduit ça dans la culture politique ivoirienne, la culture de la violence, de la négation de la loi et des institutions, M. Ouattara. C'est-à-dire que la manière dont il est arrivé au pouvoir, c'est le plus gros scandale que l'Afrique a connu depuis 50 ans, l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Dès ce moment, nous avons dit que c'est inacceptable. Parce que imaginez-vous que dans tous les pays, de tels scénarios se répètent. On est où? C'est la recolonisation du continent en plein jour. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons dit que cet homme-là, il n'est pas bien ce président. Et nous avons été fidèles dans le combat contre lui. Maintenant, il y a maintenant une séquence qui est venue se greffer à cette matrice pourrie qui avait été inaugurée et constituée par son avènement au pouvoir, qui est la séquence électorale liée justement à ce 3e mandat. Mais il ne faut pas inverser les choses. C'est pas ça qui est le problème. Parce que si le président Ouattara avait renoncé au 3e mandat, certains auraient continué à dire qu'il était un bon président, oubliant la façon dont il est arrivé au pouvoir. Et ce que ça a généré en Côte d'Ivoire. Combien d'exilés politiques vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire? En dehors, combien d'Ivoiriens sont en exil? Est-ce que les gens pensent à ça? Et ils sont en exil depuis l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir. Ils sont en exil. Des familles ont été rayées de la carte ivoirienne, des Ivoiriens. Des biens de gens ont été arrachés. Les maisons des Ivoiriens, ça se compte par milliers, arrachés et distribués à des gens qui n'ont pas la nationalité ivoirienne. Qui a été innocenté après qu'on ait collé un procès qui n'avait aucun fondement. Ce sont des faits graves. Et ce président a été humilié, à mon vision. On a dit que c'était lui qui détruisait la Côte d'Ivoire. C'est un criminel. Il a commis les plus graves crimes. Mais le procès organisé par ceux qui l'ont déporté, après, il a été acquitté. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a été acquitté. Donc, on a voulu justifier que le président Ouattara était un bon président par le supposé bilan qu'il avait. Moi, ça me fait rire. Quel est le bilan? C'est quel bilan? Est-ce que construire des routes, c'est ce que nous voulons payer aujourd'hui au XXIe siècle? Les routes servent aujourd'hui à blanchir de l'argent. C'est là qu'ils ne le savent pas. Il y a des livres qui le démontrent. Aujourd'hui, les routes
permettre de blanchir de l'argent. Et on peut construire des routes dans un pays sans que le citoyen voit son niveau de vie augmenter. En termes de qualité, c'est le cas des Ivoiriens. Il y a des statistiques qui démontrent tellement qu'aujourd'hui en Afrique, l'un des pays les plus pourvoyeurs, le premier pays pourvoyeur de gens, de personnes qui s'exilent, c'est la Côte d'Ivoire. C'est quand même surprenant. C'est un paradoxe alors qu'il y a des taux de croissance, le taux de croissance intergalactique et ce taux de désespérance sociale qui pousse les jeunes Ivoiriens à aller à l'exil. Vous comprenez? Mais c'est ça, quand on dit que bon, il a un bilan, quel bilan de quoi? Le président Houphouët-Boigny, elle nous enseignait le Coran sur le fait que le miracle africain s'appelait le miracle ivoirien, tout le monde s'en souvient. On parlait du miracle ivoirien, mais quand il a fallu interroger la pertinence de ce miracle, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça a débouché sur la guerre civile, une fois qu'il a quitté le pouvoir. Donc, les choses doivent être claires. Pour moi, nous, ce n'est pas le troisième Manuel Ouattara qui, pour nous, de notre point de vue, est le problème. Moi, on le dit depuis 10 ans que c'est dangereux le précédent qu'il a inauguré en Afrique. C'est dangereux le précédent. Et d'ailleurs, regardez, ce qui montre que ce personnage, il est curieux. Une fois qu'il est coincé, il commence à faire un discours anti-impérialiste. Alors que pendant tout son mandat, ces 2 mandats, il était le président le plus pro-impérialiste du continent. Il ne s'en cachait même pas. Mais dès qu'il est coincé, il tient un discours pro-impérialiste. Bon, il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Maintenant, je termine avec le parallèle avec la Guinée-Conakry. Non, beaucoup de respect pour les propos de M. Azemba, du maire d'Azemba, mais il ne faut pas réduire le problème. La Guinée-Conakry n'est pas comparée avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vais terminer par là. Le président Ouattara, quand il décide de changer la constitution de son pays, c'est son droit le plus absolu, il est mis un comité d'experts. Il ne consulte pas le peuple. Il fait un comité d'experts et ça passe à la lettre. Il impose un passage à la lettre. M. Alpha Condé, par contre, quand il décide de changer la constitution de son pays, prend le risque d'un référendum qui a été contesté parce qu'en face, il y avait une opposition organisée qui était contre le référendum, qui était contre cette révision et qui avait des appuis extérieurs suffisamment puissants. Il a pris ce risque, il a remporté le référendum. Au point où le leader de l'opposition, qui avait dit que cette constitution n'avait aucune valeur et qu'elle ne sera pas opérationnelle tant qu'il sera en Guinée-Conakry, est allé à l'élection présidentielle avec cette constitution-là. Donc c'est pas la même chose. D'accord. Alors là, docteur Luison Somba, on parle de cette élection et notamment de ce 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara qui semble faire problème et plus encore la modification de la constitution qui n'aurait pas respecté les canons. Est-ce que cela peut être l'un des éléments qui a fragilisé cette tenue de cette présidentielle du 31 octobre dernier? Frédéric, lorsque vous passez la parole après ces brillantes analyses, il ne me reste qu'à ramasser les points et les virgules. Vous êtes brillant. C'est vrai que les grands penseurs sont modestes, mais il ne reste qu'à ramasser les points et les virgules. Alors, ce que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est que partons des faits. Les faits partent justement des candidatures qui sont déposées devant le Conseil constitutionnel, parce que tout part de là. Le Conseil constitutionnel fait face donc à 44 candidatures. Et des 44 candidatures, il n'en retient que 4. C'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Kingessa et Béton Konan Konan. Et le contentieux préélectoral commence. Parce qu'en réalité, l'exclusion des gens tels que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, cette exclusion-là commence à susciter donc de la tractation justement de la vie politique ivoirienne. Maintenant, on sort de là pour entrer justement dans la question que vous posez, c'est que après les 10 ans, c'est-à-dire que son mandat finissait en 2020, Alassane Dramane Ouattara a réussi à mettre en place une nouvelle constitution, l'écriture d'une nouvelle constitution qui intervient le 8 novembre 2016. Et dans cette constitution, il était prévu un régime de type américain, c'est-à-dire qu'un scrutin de liste, c'est-à-dire que le président, il est le président et son vice-président. Alors, la réforme est véritablement référendaire, puisque on consulte le peuple ivoirien. Mais ce qui se passe, c'est que la révision du 20 mars 2020 fait de sorte qu'on enlève le poste de vice-président, mais désormais nommé par le président de la République.
Pourtant, au départ, l'élection du président et du vice-président était une élection de liste. C'est-à-dire qu'on le faisait une fois, un peu comme aux États-Unis. Mais ce qui commence à gêner, c'est que la réforme de 2020 est plutôt une réforme parlementaire, pas plus référendaire. Parce qu'il ne passe plus par le peuple, mais il passe parce qu'il est majoritaire au Parlement. Il passe donc par la voie parlementaire et il réussit avec 242 pour et deux candidatures contre. Voilà comment il réussit donc à faire passer la réforme mettant en place un vice-président, mais nommé par le président de la République. Les gens commencent à comprendre à ce niveau-là qu'il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'en fait, au bas d'une élection, d'un scrutin de liste, pour une élection où le président vient choisir son représentant. Alors, à partir de cette réforme, la question qui se joue, c'est quoi? C'est que, en 2016, la durée du mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Alors, Ouattara estime donc que, en présence désormais d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire que celle du 8 novembre 2016, cela lui donne la possibilité de prendre un troisième mandat. Parce qu'en réalité, le mandat finissait en 2020. Ça veut dire que son mandat finissait en 2020 selon les termes de la Constitution. Ça veut dire que 5 ans renouvelables une fois. Alors, il estime que le fait d'avoir mis en place une nouvelle Constitution en 2016, en réalité, les délais commencent pour lui à courir en 2016. Donc, il est loisible pour lui de se porter candidat pour un troisième mandat. Voilà donc où le problème éclate. Et le professeur Ouédié, qui est un Ivoirien, un agrégé de droit public, lui rappelle que non. Il ne peut pas procéder à un troisième mandat tout simplement parce que la réforme n'a pas modifié la durée du mandat, un peu comme on avait vu au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, la question du troisième mandat s'est posée. Abdoulaye a estimé que, enfin, c'était l'un de ses credos lors de la campagne électorale. Il disait que 7 ans c'est trop. Si lui est président, il ramène la durée du mandat à 5 ans. Alors, il a d'abord fait les 7 ans. Quand il est en train de faire les 5 ans, il modifie la Constitution et il ramène donc, en fait, après les 7 ans, il ramène donc la durée du mandat à 5 ans. Et quand le problème se pose, on lui dit non, tu as déjà fait 2 mandats. Il dit non, la nouvelle révision ramène le mandat à 5 ans. Donc je peux justement mettre ma candidature. Et c'est pourquoi le Sénégal avait dit ok, allons voir l'élection et le peuple l'a sanctionné pour cela. Parce qu'il avait voulu prendre un troisième mandat. Alors, donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe tout simplement de tout commentaire, tout simplement parce que, quand vous regardez, moi, je vais vous dire, contrairement un peu au président Banakani, moi je suis tout à fait, j'ai aimé les prouesses même s'il est venu par la voie du sang, mais je vais vous dire, Ouattara a posé des actes très grands en Côte d'Ivoire, sur le plan infrastructurel, sur le plan économique. Et je vais vous dire, je suis enseignant, c'est l'État où les enseignants sont le mieux payés en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a gêné chez Ouattara, c'est simplement, comme Elie Moulo le disait tout à l'heure, vous savez, si on lit les deux par l'école, on lit les hommes par les paroles. C'est ce qu'on dit dans notre expression, la règle de partage sur ces ventes-là. C'est-à-dire que quand tu as annoncé, et je crois que c'est le pourquoi il y a tous ces désordres, parce que Ouattara fait comme Paul Biya, rester calme. Il annonce, il n'a jamais dit qu'il va pas se présenter. Il devrait rester calme et jouer sur les jalons et les manœuvres politiques. Mais il a annoncé qu'il ira. Toute l'Afrique a célébré que voilà un démocrate qui, après ces 10 ans, un peu comme Yahya Boni et bien d'autres, décide de partir. Mais curieusement, le retour pédalage qu'il fait, les gens commencent à comprendre qu'en réalité, Ouattara est marqué par la bonhomie du pouvoir. Et si vous voyez aujourd'hui, moi je voudrais conclure pour ne pas être pessimiste en comme un défaitiste, mais je vous rassure déjà que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est que même s'il bénéficie de ce qu'on appelle la légitimité légale et rationnelle, que le Conseil constitutionnel le valide, je dis bien sûr le Conseil constitutionnel valide, puisqu'il est vainqueur après les 80. On parlera de ces chiffres tout à l'heure. Alors, si le Conseil constitutionnel valide, il va bénéficier de ce qu'on appelle la légitimité légale et rationnelle, c'est-à-dire que les institutions de l'État ont fait de lui le président, mais ce qui va se passer en réalité, c'est qu'il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça, je commence à le prophétiser. Je reviens à vous. L'opposition avait déclaré quelques jours avant cette présidence, et même quelques heures, qu'elle n'aura pas lieu. Elle a appelé à un boycott. Je sais que vous n'êtes pas en même temps, vous n'êtes pas partisan de l'appel au boycott, mais tout de même, ils avaient dit que l'élection ne se tiendra pas, mais l'élection s'est tenue tout de même. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui récolte dans les chiffres qui sont présentés jusqu'ici par la commission électorale indépendante des chiffres assez
assez impressionnant, 90%, voire 90% dans certaines circonscriptions. Alors, partant de ce fait, la déclaration faite par l'opposition n'a-t-elle pas davantage fragilisé cette opposition ivoirienne? Bien sûr que oui, je viens de vous dire que je suis un partisan du respect des principes. Et la valeur intellectuelle et politique de l'opposition réside dans sa capacité à respecter les principes. Si l'opposition s'illustre elle-même comme un regroupement d'individus dont les convictions sont à géométrie variable, ça profite à celui qui est au pouvoir. Parce qu'on enlève celui qui est au pouvoir. Pourquoi? Parce que vous qui voulez arriver, vous parvenez à convaincre sur votre exemplarité. J'ai gardé à nos téléspectateurs 2 versets. Parce que j'ai toujours dit que, vous voyez, tout ce que Louison disait, il a fini par la moralité. La parole que vous donnez. Elle vous lit. Et la Bible parle de ça. Le roi Salomon, dans Proverbe chapitre 4, verset 24, il dit: écarte-toi, écarte de toi le langage tortueux. Éloigne de toi les lèvres pleines de détours. Détours. Tu dis une chose aujourd'hui, tu dis une autre demain, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? L'Afrique est mal En partie. Afrique, ce sont les gens qui ont combattu les régimes qui nous montrent jusqu'à quel point ils n'étaient pas différents des régimes qu'ils combattent. Tout le monde arrive au pouvoir. Tout le monde change les constitutions. On s'est battu parce que les constitutions qui étaient là étaient écrites à la convenance de celui qui était là. On oublie nous-mêmes les constitutions qui sont à nos convenances. On dit une chose que oui, le mandat est limité. Quand le moment d'appliquer la limitation du mandat, on dit que ce n'est pas démocratique. On devient l'amoureux des mandats non limités. Tantôt, le mandat était illimité, on dit qu'on les limite parce qu'il faut faire politiquement correct. Quand la limitation des mandats doit vous frapper, vous dites non, il faut changer la contrôle, le mandat est long, je vais le ramener pour qu'il soit court. Et vous estimez que l'ancienne constitution sur laquelle vous avez juré, et Dieu seul sait, que dans toutes ces constitutions, il y a une constante. Je jure de respecter la Constitution. Tous jurent de respecter la Constitution. Et tous estiment qu'ils sont en train de respecter la Constitution en la modifiant. Mais vous savez que les lois sont dynamiques. C'est pour ça que l'apôtre le roi Salomon dit, parlant donc de ceux qui pensent que les constitutions sont dynamiques, dans le chapitre 6, verset 14, le roi dit: un vaurien, un homme malfaisant, marche, usant d'un langage tortueux, il cligne de l'œil, fait des signes avec son doigt, indique avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il trame tout le temps quelque chose de mauvais, sans cesse. Il déchaîne des disputes, comme il y en a en Côte d'Ivoire, comme il y en a au Cameroun, comme il y en a eu en Guinée, au Gabon. Il déchaîne des disputes à n'en plus finir. Et le roi dit: c'est pourquoi son désastre viendra soudain. En un instant, il sera brisé et il n'y aura pas de guérison. Moralité. Et le roi dit: il y a si chaud que Dieu est. Venez à lui. Oui. Si chaud. Oui, vraiment. Oui. Ce sont des choses détestables pour son âme. Des yeux hautains. Une langue mensongère. Des mains qui versent le sang innocent. Comme Ouattara. Des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui trame des projets malfaisants. Des pieds qui ont hâte de courir vers le mal. D'accord. Un faux témoignage, etc. On vous décrit, il y a 2000 ans, les comportements que les Africains ont là aujourd'hui. Et vous allez vous étonner que les États sont en ébullition permanente. Mais sauf que cette ébullition aujourd'hui a conduit. Sauf que, Ah ben, s'il vous plaît.
Sauf que il ne faut donc pas être surpris. Parce que ce que Louison vient de prophétiser là, même comme je ne le connais pas les dons, ne soyez pas surpris que cela se produise. D'accord. Alors, sauf que le Parce que, je termine si tu s'il vous plaît, rapidement. Parce que nous sommes dans la logique que quand je suis au pouvoir, je peux tout faire. Quand je suis dans l'opposition, je peux tout faire pour arriver au pouvoir. Merci beaucoup. Alors, sauf qu'aujourd'hui, l'opposition peut estimer qu'elle se mord le doigt. Elle a appelé les populations de ne pas suivre. Une frange de la population a tout de même suivi l'appel du président Ouattara de tenir l'élection dans le contexte de tension. L'élection s'est tenue samedi. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara s'en tire avec un score plutôt assez fleuve et large. Il semble être bien parti pour remporter cette présidentielle. Oui, Frédéric, ce que je veux dire, c'est que ne laissons pas le gibier pour poursuivre le chien qui peut aider le chasseur à attraper le gibier. Vraiment, le président Ouattara était dans la ruse. Il sait, et cette opposition, ne faisons pas son procès parce que Ouattara, en s'engageant, savait ce qui adviendrait. Non, c'est clair. On est habitué. On est habitué. Dans les milieux politiques, oui. Les coups sont permis. On se permettre d'utiliser on est habitué pour fragiliser son adversaire en face. On est habitué à ces scénarios. On crée une situation de désordre. On passe en force et après on appelle à la négociation. Je peux également essayer de prédire que d'ici à ce soir ou demain, on aura les résultats. Ouattara caracolera en tête autour de 90%, 95%, et il va appeler les autres à venir pour une espèce de gouvernement du non national. On remettra à qui un petit strapontin, et bref, la situation va se tasser avec le temps. Et regardez bien les trois candidats. Il y a une espèce d'alliance tacite entre Henri Konan Bédié et Afin Guessan du FPI. Mais l'autre candidat indépendant, vous avez essayé de scruter un peu son comportement, il est calme. Il ne dit rien. Et tout cela donne l'impression qu'il y a peut-être eu des arrangements. L'opposition a d'ailleurs taxé d'être un pion. Et c'est comme ça que ça marche. Et tout à l'heure, moi je disais que pour qu'une démocratie se construise normalement, il faut qu'il y ait des démocrates. On ne peut pas avoir de véritable démocratie sans démocrates. Et pour revenir au propos du président Bada, il a dû certainement ne pas bien me comprendre. Quand je faisais allusion à Alpha Condé, c'était pas pour forcément dire que c'était des situations similaires, c'était pour montrer la nature bicéphale de l'homme, parce que nous supposons que, ayant vécu les affres dans l'opposition, une fois au pouvoir, il devait être cet acteur-là qui devait améliorer. Et nous pensons que ceux qui souffrent avant d'arriver au pouvoir, devraient pouvoir éviter cela à leur pays. C'est-à-dire que des dispositions soient mises sur pied pour que les choses vont de mieux en mieux. C'est ça l'idéal. On ne trouvera pas dans un pays une démocratie qui est parfaite, parce que même quand vous scrutez les élections américaines au fil du temps, il y a quand même quelques récriminations qui viennent pour dire durant telle élection, entre tel candidat et tel autre, il y a eu ceci. Et dernièrement, je suivais encore un reportage sur une chaîne concurrente européenne. On parlait d'une localité aux États-Unis où les républicains, une fois ayant obtenu des positions de pouvoir, ont tout fait pour modifier la carte de la circonscription pour qu'il y ait la possibilité d'élire plus d'élus républicains afin de pouvoir contrôler le nombre de grands électeurs. Vous voyez que partout, il y a des velléités de tripateurs. Mais sauf que, dans le cas africain, on est venu à penser que, à imaginer même la malchance. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Que des hommes politiques donnent leur parole. C'est-à-dire que je vais passer le pouvoir à une nouvelle génération, une génération plus jeune, et en soi, à empêcher à d'autres de venir compétir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je me tente une fois également à la prédication. Vous verrez, une fois que les résultats seront proclamés, je peux vous garantir que le président Barbeau aura son passeport. Et on lui permettra de revenir à Côte d'Ivoire, parce qu'à ce moment-là, on se dit, les choses sont un peu plus calmes, c'est contrôlable. Je pense que c'est quand même décevant. C'est décevant pour l'Afrique, plus que jamais. C'est un souhait, et peut-être c'est la nouvelle génération, je ne sais pas, peut-être la nôtre, qui pourrait impulser cette dynamique-là afin que l'on travaille dans le sens des institutions qui peuvent être acceptées
par les autres. Parce qu'une chose est de mettre sur pied les institutions, mais une autre est de pouvoir les respecter. N'oubliez pas aussi le fâcheux phénomène des coups d'État. Quelquefois, le train est mis sur les rails, paf, un coup d'État arrive, on remet tout à plat et on est à la case départ. Alors, président Van der Kellen, l'opposition ivoirienne l'a dit après, voilà, pendant la proclamation des premières tendances de cette élection, elle ne reconnaît pas cette élection, elle ne reconnaît donc pas la réélection, si on peut l'appeler ainsi, du président Alassane Dramane Ouattara. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on nous fasse la langue de bois. Je remercie le maire, on s'est compris, hein, pas de débat à ce niveau. D'abord, je dirais que les constitutions ne sont pas une table de loi. Je parle sous le contrôle d'un éminent. Pas une table de loi. Différentes des dictatements de Dieu. Ce ne sont pas la table de loi. On change les constitutions. Le problème, c'est que les procédures de révision, de changement d'une constitution soient valables. Déjà de par la constitution elle-même qu'on veut changer, et de par les usages politiques liés au contexte dans lequel cela s'opère. Aujourd'hui aux États-Unis, si Biden gagne, c'est dans son programme, il va changer la constitution américaine. Il est en campagne avec ses dit. C'est dans son programme là. Donc pour dire que quand on change une constitution, on n'a pas de problème. Il vous a démontré le problème même de la révision constitutionnelle de la part de M. Ouattara. Il vous a démontré qu'il y a un problème. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas violer même les procédures qui fondent le changement de la Constitution. Alors qu'au départ, elles avaient déjà été validées par un référendum. Il y a un problème. Il y a qu'à ce niveau-là. Il y a un problème. Deuxièmement, vous ne pouvez pas réunir toutes les instances solennelles de votre pays. Personne ne vous a demandé de le faire. Vous le président d'un pays, hein. Vous réunissez toutes les instances solennelles, le Sénat, le Parlement, vous dites que je ne me présente plus. Vous faites un discours historique au monde entier que c'est terminé. Je ne suis plus là-dedans. Après, vous reniez votre parole. Cas de force majeure. Non, écoutez, c'est ce que vous avez dit. Vous reniez. Plus grave, la Constitution qui a été changée, même quand elle a fallu de la modifier, il fallait entendre en Côte d'Ivoire la campagne pour faire adopter ça. Par l'opinion, qu'est-ce qu'on disait? Tous, le président ne se représente pas. C'est ce que tous ces gars, c'est ce qu'ils disaient. Il a convoqué M. Wodi, qui était l'éminent juriste. Pourquoi il s'est fâché? Tous pour justifier ce changement constitutionnel, on dit que ils ont précisé tout ce que le président ne se présente pas. Et lui-même l'a dit à une réunion que je ne me présente plus, c'est terminé. Oh non, ça n'a pas. Non, écoutez, non. Tout à l'heure, on est en train de vous dire l'importance de la morale et de la parole. Je dis que la révision, c'est le président Ouattara pour justifier la révision constitutionnelle, puisque l'enjeu était de lui trouver un dauphin. Il vous l'a dit, c'était l'enjeu de trouver un dauphin et de canoniser de manière constitutionnelle l'acceptation de ce dauphin. C'est ce qu'il est en train de faire. Et nous savions tout ce que ça s'appelle un coup de balle. La campagne pour faire adopter cette constitution révisée, c'était celle-ci. Tous ces juristes qui portaient le projet de révision constitutionnelle ont dit le président n'est pas candidat. Écoutez bien que la condition pour que le président accepte qu'il n'est pas candidat. Le président lui-même vient dire que non, la constitution c'est là, je ne suis pas candidat. Écoutez bien, mais il est plus grave, parce qu'on parle de moralité. Comment on a géré le dauphin là? On l'a pratiquement tué. Pour avoir peur de mots, c'est pas un excès. Puisque quand tu rentres de France, oui, vous me regardez. Quand tu parce que vous êtes en train de sortir de ma question. Je ne sais pas de la question. Ma question est de savoir si l'opposition. Je ne sais pas, j'arrive. En critiquant cette élection. J'arrive. En boycottant. Non, j'arrive. Puisque comme le débat est dynamique, je peux reprendre à mon compte ou bien rebondir ce que les producteurs ont dit. Parce que ça m'enrichit ce qu'ils disent. Tout ce que fait la journée, vous avez votre question. Donc, Koulibaly, qu'est-ce qui se passe avec lui? On l'a tué. Quand il revient de France, une des consignes médicales, c'est qu'il faut qu'il se repose. Pour moi, 1 an. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il revient, on le reçoit à l'aéroport de manière solennelle. C'est le président se repose, mais après, il le met au travail. Et alors que le commencement de médecin était clair. Et on savait que c'est un monsieur qui avait un problème de cœur. Ça pose un problème de morale grave en politique. Non, écoutez, non, on n'est pas en train de jouer. Non, c'est pas un cadavre. Je vous démontre que quelqu'un a fait une révision constitutionnelle pour justement canoniser un dauphin, mais il a créé les conditions pour liquider le dauphin. Pour liquider les adversaires, les tuer, y compris
Et après il vient dire cas de force majeure. D'accord. Maintenant, votre question. Pour l'opposition. Il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire la légalité des chiffres. Vous dites qu'il caracole à 99%, à 1000%. Ce sont les chiffres qui sont oui, c'est 1000% de 10% des voisins qui ont voté. Ce sont les électeurs. Ouais, je n'ai pas dit le compteur. Je dis que c'est 1000% de 10% des voisins qui ont voté. Parce que même les médias officiels internationaux reconnaissent que, et là il faut être honnête de le dire, l'appel au boycott de l'opposition a été entendu. Pourquoi on a honte de dire ça? Mais le peuple, quand on veut l'élection, le peuple parle, non? Mais le peuple a écouté ce que l'opposition a dit. Le 10 ne veut pas prendre parti, c'est prendre acte d'une situation qui est claire. Nous, tous les observateurs, c'est-à-dire que les plus officiels disent que non, 10% des électeurs seulement se sont déplacés. Ça ne donne pas en cause à l'égalité de son vote. Mais je dis c'est un élément important. C'est une donne tellement importante qu'on ne peut pas faire comme ça, on ne voit pas ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure qu'il vous disait qu'il ne sera pas surpris qu'après, on voit des manœuvres. Voilà pourquoi le docteur Louison devient un prophète. Il prophétise un coup d'État. Ce que nous ne souhaitons pas, nous ne sommes pas de... Ça, nous ne gagnons rien à ce genre de climat en Afrique. Donc, pour dire que nous devons faire attention. Je suis d'accord avec Abel quand il convoque la nature de l'opposition ivoirienne, alors nous parlons. J'en ai parlé depuis très longtemps. C'est un problème. Mais que voulez-vous qu'on fasse, M. Moutouma? À qui avons-nous en face? M. Ouattara, c'est quand même un des hommes politiques les plus dangereux que ce continent a eu depuis... Laissez-moi ça. Ça alarmiste avec M. Ouattara. Je peux plancher ce qu'il a dit. Le plus dangereux. Lorsqu'il était opposant, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que ce pays, je le rendrai ingouvernable. Les écrits existent. Vous pouvez vous amuser avec ça. Il a armé une rébellion qui a marché sur 16 000 morts. Parce qu'on n'est pas en train de jouer 16 000 morts pour rayer sur la carte une constitution, un pays qui avait une constitution. Le président de l'époque a dit, pour la première fois, l'Afrique, on voit un président en conseil dire, recomptons les voix pour préserver la vie. Recomptons les voix. On a dit niet, on ne compte pas les voix. On a marché sur les gens, marché sur tous les principes moraux qui existent. On a écrasé tout ça. Et vous voulez qu'aujourd'hui, cet individu, nous allons pleurer sur le fait que ce qu'il a sémé, nous le tombons au visage. Moi, je souhaite que pour une fois, que ça serve de leçon à tout le monde, que si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Mon souhait est que le président Ouattara, qui a sémé le vent, récolte la tempête. Alors, docteur Louison et Somba, les chiffres sont là, ces chiffres donnent parfois du tournis, mais davantage, c'est la réalité des bureaux de vote qui sont restés ouverts sur l'ensemble du pays, parce que l'élection n'a pas pu se tenir dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, mais seulement dans les circonscriptions où cette élection s'est tenue. Alassane Dramane Ouattara arrive largement en tête. On parle de 32% sur le plan national en Côte d'Ivoire. C'est le chiffre qui est avancé par la commission électorale indépendante, 32,28% de taux de couverture de cette présidentielle. Est-ce que cela donne-t-il la légitimité et la légalité à Alassane Dramane Ouattara? Cette victoire est confirmée. C'est un aveu de défaite. D'ailleurs, je l'ai indiqué tout à l'heure pour dire que dès que le Conseil constitutionnel va valider son élection, il va bénéficier de ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle. C'est-à-dire que les institutions de l'État qui ont un rôle important dans la régulation du jeu politique vont lui accorder cela. Mais ce qu'il faut pouvoir indiquer et souligner avec force, c'est que le mot d'ordre de l'opposition a été respecté, c'est-à-dire l'alliance Conan Bédié et Afin Guessel. Vous vous rendez compte qu'il y a eu véritablement une désobéissance civile et il y a eu un boycott, parce que quand vous regardez les bastions où les élections se sont tenues, sont ceux qui justement sont profitables au président Alassane Ouattara. Mais partout ailleurs, on nous a rappelé, vous êtes monté à 32%. Moi je sais que le taux de participation c'est 6%. C'est-à-dire qu'au dernier, c'est vrai. Bon, la dernière classification faite par le porte-parole de la commission électorale indépendante affiche 32,28% de participation. Même alors, pour un président de la République, je crois qu'il est le porte-étendard d'un État, qui est celui qui est directement élu par le peuple. Je crois qu'à 32%, ce n'est pas un chiffre qui peut traduire, exprimer la légitimité à l'endroit d'un président. Parce que vous savez, on appelle à boycotter une élection qui doit se tenir dans un calendrier électoral bien précis. Appelé l'a rappelé tout à l'heure. Ceux qui iront à l'élection vont consacrer la victoire de celui qui sera reconnu dans
par les instances habilitées à se faire. Bien entendu, l'élection, une fois programmée, devient un moyen d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, il faudrait un cas de force majeure pour que peut-être on en proroge, si ça peut être le cas de la volonté des acteurs politiques. Ça peut être possible. Mais dès que c'est programmé, et elle doit se tenir, comme ça a été le cas. Mais pour qu'une élection, vous savez, ça me permet un peu de rentrer dans les missions d'une élection. Vous savez, l'élection permet de choisir les dirigeants. L'élection permet également de sanctionner les mêmes dirigeants, mais aussi l'élection permet de pacifier les rapports entre les dirigeants et le peuple. Alors quand il n'y a pas déjà un climat de pacification dans le processus électoral, la tenue de l'élection, cela veut dire qu'il y a déjà un sérieux problème. Je vais vous dire, Ouattara peut être content à faire de cette élection, mais je vais vous dire une chose, ce sera très compliqué pour lui. D'ailleurs, vous avez vu sa sortie, même dans son expression faciale, vous comprenez que c'est quelqu'un qui ose avoir. Il sait qu'il a gagné, mais il se rend compte que ce sera très compliqué. D'ailleurs, vous êtes au courant qu'il y a une commission nationale de transition qui devrait être mise en place et dont le président c'est Conan Bédier. Donc ça veut dire que ça va davantage radicaliser la situation. Quelle est la force de cette je vais transition? Je vais vous le prendre. Oui, mais la force de cette institution... de dire un président, des acteurs politiques, malheureusement, qui ont choisi de parler à l'élection, eux appellent à la mise en place d'un conseil de transition qui a présent un ancien président, qui est d'ailleurs un malheureux candidat de cette présidentielle. Est-ce que cela peut avoir force de loi? Non, ne disons pas force de loi parce que ça ne ressort pas des institutions républicaines, mais c'est déjà une volonté des acteurs politiques. Et vous savez, étant entendu que cela devient une volonté des acteurs politiques, ça ne peut traduire que le climat de tractation qui va régner après la proclamation des résultats. Parce que quand on vous dit déjà qu'il y a un comité de transition qui est mis en place et qui est présidé par un ancien président, vous commencez à comprendre que ça ne sera pas très facile de ce côté-là, puisque Ouattara lui-même a en train de comprendre que, quelle que soit l'issue, cette affaire va s'achever de la mauvaise des manières. J'ai essayé de lire Kofi Annan qui disait ceci, qu'il regrette d'avoir intercédé auprès de Gbagbo d'accorder la nationalité. Thabo Mbeki. Ah oui, Thabo Mbeki, voilà, Thabo Mbeki, oui, je comprenais puisqu'ils se sont succédés. Il regrettait d'avoir intercédé auprès de Gbagbo pour que ce dernier accorde la nationalité à l'autre. Et il dit, il le regrette aujourd'hui. Parce que s'il n'avait pas bénéficié de cette nationalité, peut-être que la Côte d'Ivoire serait calme aujourd'hui, n'aurait pas connu cette guerre. Aucun engagement 4 millions qui aurait l'engagement qui de décès. Donc c'est pour dire quoi, Frédéric Motomé. Vous voyez aujourd'hui, je reviens dans l'idée que je développais pour indiquer que le verrouillage démocratique ne peut ouvrir droit qu'à des mécanismes non conventionnels d'accès au pouvoir. C'est-à-dire que quand tout est bloqué démocratiquement, vous allez voir, aujourd'hui, depuis 2005, depuis 2000, il y a une résurgence des coups d'État en Afrique. Posez-vous bien la question, c'est pourquoi? Parce que regardez, nous avons des révisions aujourd'hui qui ne sont pas des révisions qui consolident la démocratie, mais qui la déconsolident. Parce que qui deviennent des révisions vicieuses. Quand quelqu'un révise une constitution pour mettre en place un régime ad vitam aeternam, c'est-à-dire d'une clause non limitative de mandat. Vous savez que le Burkina Faso, c'est le tout premier pays africain qui a commencé avec la révision, la mise en place d'une durée non limitative. Et même ils ont compris que non. Ça veut dire que ça mettait en place des gouvernements perpétuels. Et 5 ans plus tard, ils sont revenus à la limitation des mandats. Et si vous voyez aujourd'hui, c'est un peu l'effet commun de tous les États africains qui veulent aller vers la durée du mandat illimitée. Et ça fait de sorte que on ne peut aller que vers des tractations qui vont dégénérer et mettre en place des régimes militaires, ce qui sera évident. Alors, pourquoi refuser à la bataille électorale, mais très vite courir pour la création d'un conseil national de transition? Rappelez un peu à nos auditeurs, quels sont ceux qui ont été candidats contre Ouattara? Pascal Fingessan, M. Henri Conan Bédier, ancien président, et puis M. Bertin Kouadjo. C'est un homme qui appelle à boycotter l'élection. Sauf que M. Kouadjo n'a pas demandé à boycotter les élections. Par contre, M. Fingessan et M. nouveaux alliés, anciens adversaires, oui, ont demandé à boycotter l'élection dont ils sont candidats. Oui. Vous voyez donc les paradoxes. Vous appelez les électeurs à ne pas aller voter, mais vous êtes candidat. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'ils vous votent. Si vous perdez l'élection, c'est normal. C'est normal qu'ils perdent. Puisqu'ils ont appelé leurs électeurs potentiels à
à ne pas venir voter. Quand il lance cet appel, quels sont ceux des Ivoiriens les plus susceptibles de les écouter? Ce ne sont pas les électeurs de Ouattara. Les électeurs de Ouattara vont se mobiliser pour aller voter Ouattara. Et il en a. Quels que soient les reproches que nous pouvons faire ici, acceptons l'évidence que M. Ouattara a des électeurs. Et si c'est eux les 10%, à qui la faute? Vous voyez que cette stratégie porte en elle-même les germes de son échec. Mais en même temps, il n'y a personne sur terre qui souhaite que Ouattara connaisse les fruits de ce qu'il a fait. Parce que la Bible nous apprend dans ça, au Proverbe chapitre 22, verset 6. Et c'est le roi Salomon qui parle. Qui sème l'injustice moissonnera ce qui est malfaisant. Tu ne peux pas organiser l'arrivée au pouvoir injuste par la guerre, le sang, et croire que ça va se passer bien, tu vas gouverner, tu vas finir, tu sortiras dans le bonheur le plus total absolu. La question n'est pas celle-là. Elle est importante. Vous n'éluderez jamais la qualité de la moralité des acteurs politiques. Le président Banda disait que on peut modifier les cautions, on doit même modifier et patati et patata. Comment vous allez faire dans la plupart des cas en Afrique où chacun trouve une raison de modifier la Constitution? Et Lison et Azeba le disaient tout à l'heure. Qu'est-ce qui est dans le fond de toutes ces modifications que nous voyons? C'est d'arrimer le fonctionnement du pays à la convenance du chef du moment. Avec dans le fond la perpétuation au pouvoir. Oui, il faut modifier les constitutions. Mais là, la Bible nous dit encore que, et c'est l'apôtre Paul qui parle maintenant aux chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, Qui ne sont pas forcément des Ivoiriens. verset, oui, bien sûr, verset 23, la Bible dit toute chose est permise. Bon, toute chose est permise. Vous pouvez modifier les constitutions, modifier les lois, faites tout. Il dit ça, toute chose est permise, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toute chose est permise, mais toutes les choses ne bâtissent pas. Il est question de quoi? On veut bâtir ou bien on veut simplement rester au pouvoir? Je pense que l'objectif de l'élection, c'est de bâtir une nouvelle république. En partant de la nouvelle constitution, la mise en place. Comme ça, le prochain président, son objectif aussi, ça sera de bâtir une nouvelle république. Il changera la constitution. L'autre viendra, il pourra bâtir une nouvelle république, il va changer la constitution. Et ainsi de suite. Voilà comment nous produisons des États qui portent en eux les germes de leur immobilisme dans la marche vers le progrès et l'élévation de la société. On ne peut pas consacrer l'instabilité comme étant un élément de dynamisme. C'est de ça qu'il est question. Et d'abord, on modifie. Comment il s'appelle? Il dit que arrive par le sang. Conférence nationale. On met le tout. Dans le moment